premier projet XCubeSat qui avait été envoyé, qui a fini sa mission, mais qui a orbité il y a pas longtemps. Mais je vous spoil un petit peu de la conf de demain en vous montrant une vidéo que j'aime beaucoup. Donc vous savez que quand on a dit que ça pouvait être déployé de la station, et ça ressemble à ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est le module Kibo sur le et une petite portière qui vient de s'ouvrir et qui vient avec le module de Nanorax éjecter avec un ressort les CubeSats qui sont dedans. Ça, c'est un panneau solaire de la station, donc on n'est pas sur les mêmes générations de puissance. On va voir le satellite doucement sortir. Et le deuxième au milieu, c'est SpaceCube, qui est celui des mines de Paris, qui est le jumeau de XCubeSat. Les deux ont été faits par Gérard Auvray, qui était un ancien président de l'AMSAT France, qui est aujourd'hui disparu. Et vous allez voir, c'est les satellites qui sortent. Voilà. Vous voyez, donc c'est des photos qui ont été mises l'une après l'autre. Pourquoi je vous montre SpaceCube et pas XCubeSat? CubeSat a été déployé de nuit et ces photos-là sont prises par un astronaute. Et la nuit, l'astronaute dort, donc il n'a pas pris de photos, alors que là, on a des photos de SpaceCube qui est lancé. Donc vous voyez les CubeSats qui sont déployés juste en dessous de la station. Donc la station devait être à 415 km. L'initiale de notre satellite était de 400 km. Donc ça a plutôt bien marché. Et en 400 km, il est resté un an et demi. Et il s'est désorbité le mois dernier, donc c'est plus rapide que les 6 mois à 1 an. Projet du CNES, le CNES a mis beaucoup d'argent via le projet Janus. Les experts, le VN avait nous a aidé pour la science, l'Europe nous a aidé pour payer le lancement. Donc tout ça a été bien suivi et quand on a fini, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est les graphes d'altitude. Demain, on a pas mal de descendus, pas forcément scientifiques, mais d'housekeeping super intéressant pour dire bon bah c'est quoi vraiment les températures et pas juste ce qu'on est capable de simuler. Donc à l'école polytechnique, quand on a fini ce projet-là, on n'avait plus Gérard, donc ça c'était un énorme centre spatial. Mais il y avait toujours des étudiants qui disaient bon bah je veux faire du spatial. Et quand on fait du spatial, c'est quand même vachement bien de mettre un truc dans l'espace. Donc on a dit on va essayer de voir est-ce qu'on peut refaire un nouveau satellite avec moins de connaissances, avec sans Gérard et pour l'instant sans argent. Parce que les étudiants aiment ça et ils sont contents. Et il se trouve qu'on a à l'école polytechnique un laboratoire de propulsion électrique dans lequel je fais partie et je me suis dit bon bah une mission qui pourrait être jolie c'est de faire de la propulsion électrique comme les gros satellites mais avec un satellite le plus petit possible. Donc faire une mission CubeSat étudiante mais avec un propulseur électrique. Donc juste après moi il y a une autre présentation sur un propulseur électrique qui est fait ici. Je connais pas et je regarderai. Nous on est parti sur pour l'instant notre tour mais sait-on jamais. Donc notre idée, c'est de faire une mission cool. Pour l'instant, on était un groupe d'étudiants et on a dit, si on veut faire une mission, qu'on veut la vendre, qu'on veut des scientifiques qui travaillent avec nous, qu'on veut nous donner des sous, il faut faire un truc cool. Et un truc cool, c'est pas juste aller à 400 km et rester à 400 km. C'est essayer de battre des records, des trucs comme ça. Donc en général, les satellites étudiants battent les records, le fait le plus à l'arrache, mais on essaye de pas battre ce record-là. Et donc nous, on est dit, on va essayer d'aller battre les records de maintien en orbite basse. Donc, quand vous êtes bas en orbite, vous avez de la traînée, vous avez des résidus de l'atmosphère qui vous freinent. Et ben si vous arrivez suffisamment, vous arrivez à compenser et à rester longtemps dans cette basse altitude. Le recordman de ça, c'est un satellite de l'ESA qui s'appelait GOS ou GOCE ou GOCE, qui est resté à 280 km en poussant. Et c'est un satellite qui était designé aérodynamique. Donc c'est l'un des seuls satellites que je connais qui a été designé pour être aérodynamique. Donc on va essayer de descendre vers 300 km, de rester 6 mois en et de voir, essayer de battre ce record-là, donc le satellite étudiant le plus longtemps en orbite basse. Donc là, je peux ce que les étudiants ont fait en première année du design de mission. L'une des premières choses, c'est sur quelle orbite on va. Donc en général, ça finit par bon, on va partir avec l'ISS parce que c'est le moins cher. Mais à l'origine, on se dit bon, est-ce qu'on n'a pas d'autres orbites qui seraient intéressantes? Parce que s'il y a d'autres orbites intéressantes, on peut toujours chercher un autre lancement. Au pire, on ne sera pas lancé tout de suite ou ça coûtera un peu plus cher, mais c'est peut-être intéressant. Et il y a une orbite qu'on aime beaucoup dans les nanosats ou dans les satellites en général, c'est Synchronos. C'est une orbite qui est synchronisée avec le Soleil, c'est-à-dire qui est près des pôles et qui tourne en même temps que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui fait que vous allez toujours avoir le Soleil du même côté de vous. Par exemple, si c'est le côté où vous mettez les que toute l'année vous avez autant de puissance. Sauf que cette altitude, elle dépend de l'altitude. Cette orbite dépend de l'altitude de laquelle vous êtes. Donc si on veut descendre, donc il faudrait corriger l'inclinaison, ça coûte cher, on le fait pas. Donc là, ce que vous voyez, c'est combien d'énergie on récupère au fur et à mesure du temps. Donc au début, c'est cool, on a le soleil toujours d'un côté, on a beaucoup d'énergie, mais au fur et à mesure, finalement, ça décroît. Ça, c'est les courbes d'énergie qu'on voit quand on
spatiale par exemple. On voit la moitié de la journée on est au soleil, la journée on est dans l'ombre et de temps en temps ça change. Alors nos grosses contraintes à nous par rapport aux autres CubeSats ou les CubeSats, les contraintes d'un CubeSat normal, c'est de dire bon je veux communiquer avec le sol, comment on fait, ma puissance, comment je fais, je vais allumer et éteindre une charge utile, comment je fais. Nous on a de la propulsion. De la propulsion c'est pratique parce que essentiellement, bon ça c'est les caractéristiques du propulseur qu'on utilise, si vous avez des questions pour en reparler, enfin qu'on espère utiliser. Le problème de ça c'est que la datasheet c'est 50 watts. Un propulseur, un CubeSat, la règle de 3, c'est un U, bloc de 10 par 10 par 10, ça fournit, donc consomme 1 watt. Et là on dit qu'on rentre dans un truc qui se fasse 3 U. Donc on doit beaucoup plus de génération de puissance qu'on fait d'habitude, et tout le reste fait 8 watts, donc 8 watts c'est énorme pour un CubeSat, mais nous c'est quasiment la marge de notre donc il faut qu'on trouve cette puissance. Il y a une façon facile de le faire qu'on a rejeté au début, c'est de par exemple prendre un 3U tout simple et de mettre plein de batteries. On attend longtemps, on charge toutes les batteries. Quand on allume ces batteries, on va avoir 50 watts qui vont sortir pendant quelques minutes. On va allumer le propulseur, on va dire yeah, mais on veut pas faire ça. C'est pas intéressant de juste allumer. On veut faire une vraie où on pousse, on contrôle. Et on est obligé un CubeSat qui va faire 6U. 6U parce qu'en fait, si on veut un plan de mission qui soit suffisant pour dire bon, de réfléchir au soleil, est-ce que dans mes batteries, avoir une 50 watts qui viennent par exemple 25 watts des batteries, 25 watts de la puissance des panneaux, c'est trop compliqué. Je veux pouvoir à peu près en permanence, même si c'est en éclipse, pouvoir allumer mon propulseur. Donc il faut mettre beaucoup de batteries. Et quand on fait un peu le prédimensionnement, on arrive à 1,5 kg de batterie, ce qui est le poids du CubeSat qu'on vous a présenté ce matin. La propulsion, c'est aussi des trucs, la complexité pour le contrôle d'attitude. Donc l'attitude, c'est en gros comment tourne votre satellite par rapport à lui-même et tout ça. Donc c'est pas l'orbite, c'est vraiment positionnement du référentiel satellite. Bah, c'est cool que le propulseur il reste à l'arrière, parce que sinon votre poussée elle marche pas beaucoup. Et donc on est obligé de tourner autour de cet axe de poussée là. Sauf que tourner autour de cet axe de poussée là, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, parce qu'une des stratégies, par exemple faciles pour rester stable sur une orbite, c'est de mettre inertie selon cet axe-là. Comme ça, votre satellite, quand il va tourner autour de la Terre, il va rester à peu près aligné avec lui-même. Enfin, c'est pas trop mal. Sauf que si on met une roue inertie sur cet axe-là, qu'après on en met une ici pour pouvoir tourner, vous allez créer des couples perturbateurs qui vont faire dans tous les cycles. Donc ça pose un peu de problème. Et donc on se retrouve aujourd'hui à faire de votre contrôle d'attitude un peu comme les grands, avec trois roues, torqueurs, un peu comme ce que font les gros satellites. Parfois. Donc règle de 3, on a essayé de voir, bon, est-ce que 3U ça rentre? Donc 3U, rien que cette paquet de batteries, si finalement on en mettra peut-être que 2 en rognant sur des marges, ça fait déjà 3U, donc 6U ça marche bien, a priori. Donc ça c'était l'année dernière. Phase B, c'est-à-dire qu'on fait un préliminaire, c'est-à-dire que les étudiants cette année on en a 15, leur objectif c'est passer de ça à quelque chose qui soit un dimensionnement vraiment plus précis avec les références des pièces, avec un propulseur qui soit pas juste une boîte bleue, qui soit pas juste un copier-coller de 4 cartes vertes, et même mettre où sont les... Voilà, donc les étudiants c'est compliqué, on a beau s'appeler Polytechnique, les étudiants ils sont surtout forts exclusivement en maths, et du coup ça aide pas énormément à venir usiner des trucs pareils, donc il faut quand même tout réapprendre depuis. Il y a pas de... C'est pas Joker Polytechnique, bim, en une semaine on a une carte électronique. Et on cherche des sous. Voilà, donc je fais pas un Kickstarter aujourd'hui, mais notre objectif c'est de trouver des schémas de financement un peu viables qui reposent pas forcément juste sur le CNES ou le public, mais intéresser des gens soit par l'aspect formation, soit par l'aspect démonstration technologique. On imagine qu'une entreprise qui fait une nouvelle carte électronique va être intéressée par nous payer un peu pour qu'on l'emmène un peu en leur faisant des tests, en leur envoyant des données. Voilà. C'est une présentation pas trop rapide d'ailleurs. Présentation de ce qu'on fait dans les CubeSats. Vous en verrez d'autres demain, vous en avez vu d'autres ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais, c'est du lithium a priori. Ouais, c'est des batteries SAP, des batteries Space et c'est des batteries lithium-ion. Le budget qu'on a fait avec les marges, pour l'instant, on estime qu'on a besoin de 400 000 euros de matériel, c'est-à-dire, de vraiment tout le matériel, y compris le matériel qu'on va utiliser pour les tests. Et donc à ces 400 000 euros là,
rajoute le coût du lancement qu'il va falloir payer, sachant qu'envoyer un SISU comme ça coûte de la station, ça coûte environ 300 000 euros. Ensuite, les coûts, ça va être qu'est-ce qu'on fait comme bande test, sachant que ça peut monter. Un bande test, s'il faut, par exemple, un truc qu'a fait le CNES ou enfin, qui est fait à Toulouse, c'est qu'ils ont un simulateur pour tester le champ magnétique, donc ils vont recréer un champ magnétique autour, ou alors ils vont tester leur capteur d'étoiles en recréant fond étoilé pour voir si le capteur réagit correctement. Bah ça coûte cher à développer. Et ensuite, les coûts, c'est les coûts humains. Donc les étudiants, il faut les encadrer. À Polytechnique, ils passent qu'un an sur le projet, des nouveaux arrivent. Donc si on n'a pas d'encadrement, bah chaque année, on passe 6 mois à réapprendre ce qu'a fait l'année d'avant. Et donc on arrive à un coût total autour de 1,2 million, sachant qu'il y a une grosse moitié, c'est des salaires d'encadrement. Donc le chiffre peut-être à retenir, c'est à peu près 300-400 000 euros de matériel. Mais ça suffira pour un SISU? Ça permet déjà de faire des choses. Ouais, mais ça suffit pas. Parce que c'est un SISU quand même. Hein, c'est un SISU, ouais. Mais c'est pas les entrées de gamme. Hein. Je pense que là, c'est la carte 10. Ouais. Ouais, c'est ce que. Ouais, parce que c'est des cartes qui ont été designées pour des 1U ou des 1U, 3U. 1U jusqu'à 3U, mais au-delà. Pour l'instant, ce qu'on a validé sur le magnétotorqueur, c'est le concept d'utiliser le magnétotorqueur. Donc c'est pour la phase de detunnelling, c'est au début, avant que potentiellement le satellite tourne un peu fort. Alors ça, c'est des problèmes qu'on a beaucoup moins. Si vous avez vu la vidéo, on n'a pas des gros couples de rotation. Les antennes. Oui. Sur le detunnelling, une petite anecdote, quand on parle des Russes qui lancent à la main, faut surtout pas faire ça. Ça fait des jolies photos, mais quand vous voyez les Russes lancer les satellites, les trucs qui partent en spin, enfin j'imagine les ingénieurs pleurer en disant mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et les magnétotorquants, on les utilise aussi pour éventuellement si on doit désaturer nos roues à inertie. Oui. Tu désatures tes roues avec les magnétocoupleurs ou avec la saturation? Avec les magnétocoupleurs. C'est le detunnelling et la désaturation des roues, quoi. Et tu peux mettre vraiment longtemps à désaturer. La désaturation avec un. Donc l'idée c'est que les roues inertie à un moment elles tournent trop, elles sont plus capables de faire tourner le satellite dans l'autre sens. Alors il faut utiliser quelque chose pour faire tourner le satellite dans l'autre sens. Ce que les gros satellites utilisent en général, c'est des petits propulseurs chimiques type un Newton qui vont faire tourner. Mais nous, enfin, on va pas mettre un propulseur juste pour le contrôle d'attitude, alors que notre but c'est de mettre un propulseur. Utiliser le propulseur, ce serait possible si on pouvait moduler l'axe dans lequel on pousse, ou si on dit bon, on fait mieux plus fort. Alors ça fait satellite. Combien de temps j'ai tant qu'on m'engueule pas, allez-y. Sur la partie RF. Oui. Vous êtes sur du HF-VHF. Ah oui, bonne remarque. Non, oui, ça c'est important. Ça c'est un truc qu'on a bossé depuis que cette présentation était préparée. En accord avec le CNES, on a donc XCubeSat était en UHF-VHF et la décision qui a été prise là, c'est de plutôt partir sur de la bande S, 2,4 GHz, parce que c'est essentiellement de la précaution pour si on doit faire envoyer des grandes quantités de données, parce que on aura un soft de trajectoire qui va dire ok, là il faut que tu pousses, là il faut pas que tu pousses. De trajectoire, c'est quand même super. C'est quand même relativement improbable qu'avec des étudiants ils marchent du premier coup, donc on aura forcément besoin de renvoyer du soft en haut. Et envoyer du soft en UHF, ça peut être très long. Et donc l'idée, c'est plutôt ce serait d'utiliser quelque chose qui permet d'envoyer plus de données avec un meilleur débit, donc la bande S. Donc je suis intéressé par voir si c'est possible quand même de travailler avec des radioamateurs sur de la 2,4 GHz. J'ai cru entendre ce matin qu'a priori oui. Donc ce serait vraiment super, sachant qu'aujourd'hui c'est des radioamateurs qui font qui ont fait la réception de données de XCubeSat pendant quasiment 1 an et demi. Campus universitaire de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Donc nous avons à peu près 380 étudiants, répartis dans 5 filières différentes: logistique, mécanique numérique, système embarqué, numérique web et industrie numérique. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici sur le CubeSat, ce sont les systèmes embarqués. Je vous ai mis aussi le site internet si vous voulez faire un petit tour. Je pense que les présentations seront
Donc, qu'est-ce qu'on demande à nos étudiants en master système embarqué? Déjà, on leur demande de partir des différentes contraintes. Donc, elles peuvent être fonctionnelles, économiques, contraintes de production, d'exploitation, intégration, physique, normative, écologique. On peut en imaginer plein d'autres. À partir de ça, donc, on leur demande de déterminer un cahier des charges et ensuite de créer un co-design hard et soft. Et ça nous permet d'arriver à un système embarqué fonctionnel avec une architecture matérielle et logicielle et qui communique par le biais de signaux et de moyens de communication. Bien sûr, ça c'est une présentation un peu succincte parce qu'entre-temps, il y a la création de différents prototypes qu'il faut soumettre à des bandes ou des générateurs de défaillance. Et seulement à la suite, quand on a validé tout ça, on peut arriver à un système embarqué fonctionnel. Donc pourquoi se lancer dans le spatial? En fait, c'est très simple. On ajoute seulement des contraintes en plus dans le cahier des charges. Donc par exemple, vibration. Au moment du lancement, ça vibre beaucoup. Contraintes de température, dans l'environnement spatial, forcément, ce ne sont pas les mêmes contraintes de température que sur Terre. Contraintes de radiation aussi. Le satellite sera soumis à beaucoup plus de radiation. Contraintes énergétiques, c'est un système entièrement autonome, donc forcément l'énergie c'est un point important. Le poids, comme vous disiez, le poids en général c'est lié au coût du lancement. Et aussi la sécurité de fonctionnement, donc il faut pouvoir le rebooter en cas de panne ou des choses comme ça. Donc déjà, avant de vous parler en lui-même, je vais vous faire un petit historique. En octobre 2011, on a été sélectionné pour participer à une campagne de vol parabolique avec le CNES. Donc là, le but, c'était de faire un prototype qui est ici et qui permet de faire une étude sur un système de contrôle d'attitude. Donc c'était un projet de master, 7 étudiants, et c'est basé sur l'interaction des moments magnétiques. Basé sur l'interaction des moments magnétiques de bobine avec le champ magnétique terrestre. Donc là, le but, c'était d'obtenir des données expérimentales pour ensuite pouvoir concevoir un ADCS nous-mêmes. Donc à la suite de ça, il y a eu 3 sujets de thèse qui sont en octobre 2012. Donc là, c'était correcteur d'attitude, un ordinateur de bord sécurisé et aussi un système EPS, donc système pour la gestion des batteries. Tout ça, ça nous a permis d'arriver à QB50, que je vais vous présenter juste après. Et pour accéder à QB50, il y a aussi un prérequis, c'était le fait d'avoir une station. Donc là, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas encore implanté sur le campus universitaire de Saint-Quentin. Donc, place pour pouvoir mettre une station. Alors, on a dû faire un partenariat avec un lycée de Saint-Quentin qui s'appelle le lycée Condorcet. Et donc, qui a intégré la station Genzo en 2014. Donc, comme je vous disais, QB50, c'est un projet européen qui a été créé et dirigé par l'Institut von Karman de Belgique en 2011. Il y a eu 50 équipes sélectionnées à travers le monde, parmi 200 candidatures. Donc le but là, c'était créer des CubeSats pour faire une étude de la basse atmosphère terrestre qui est comprise entre à peu près 380 et 90 km d'altitude. Donc le déploiement était prévu à partir de l'ISS et en France, il y a eu 5 sélectionnés. L'UPEC, l'école polytechnique, Supaéro, l'école des mines et l'INSET. Donc pour ce qui est des objectifs de QB50, c'est dans un premier temps faciliter l'accès au spatial, parce que forcément un CubeSat ça coûte beaucoup moins cher qu'un gros satellite. Et le lancement était coordonné par le VKI. Donc ensuite le but c'était d'effectuer des mesures in situ multipoints dans la thermosphère. Donc ça c'est géré par le FIPEX, qui est une carte qui permet de déduire le taux d'oxygène atomique dans la basse atmosphère terrestre. Donc ça c'est le VKI qui nous l'a transmis. Ensuite, un des autres objectifs, c'était de développer des démonstrateurs technologiques. Donc là, nous, nos démonstrateurs, c'est la carte de com. Et pour pouvoir démontrer que la carte de com fonctionne bien, il nous faut aussi une station. Et contribuer à la formation de jeunes ingénieurs. Donc là, intégrer directement les étudiants sur le projet. Donc pour ce qui est de l'équipe, le responsable du projet s'appelle Thierry Capitaine, enseignant-chercheur de l'INSET. On avait un autre enseignant aussi qui s'appelle Jacques Sanlis, qui est radioamateur, qui nous a donné un bon coup de main sur tout ce qui est protocole d'encapsulation et désencapsulation. Doctorant de 2012 à 2015, ce que je vous ai présenté juste avant. Au début, on avait 2 ingénieurs, Matteo Emanueli et Daniel Chiori, de 2013 à 2016. Eux, leur but, c'était un peu de manager les étudiants et de s'occuper de la partie administrative. Et ensuite, ils ont été remplacés par moi à partir d'octobre 2016. Donc moi, pour la petite histoire, je suis issu entièrement de l'INSET. J'ai fait ma licence là-bas sur 3 ans.
ensuite 2 ans de master en système embarqué. Et pour nous aider aussi, nous avons un assistant ingénieur et un technicien. Donc on a aussi une petite particularité, une association de recherche qui est présidée par Jean-Marc Téti, donc association loi 1901, reconnue depuis 2003. Et son but, c'est de solliciter le public, les collectivités territoriales et partenaires privés pour pouvoir financer des projets de recherche des enseignants étudiants dans le cadre de conférences. Et a été d'un projet de balise de déco créé par Thierry Capitaine en 2006 et qui est utilisé par la sécurité civile. Donc pour ce qui sont maintenant des étudiants, nous avons eu à peu près 40 étudiants du Master 6 intégrés directement sur les tests environnementaux. Ils ont aussi participé à différentes conférences et workshops et on les a aussi sollicités sur la modélisation du satellite. On a aussi intégré dans des classes préparatoires du lycée Laramée de Saint-Quentin pour faire une étude les structures. Donc ensuite, on a aussi différentes sensibilités sociales des plus jeunes âges. Donc maintenant, pour ce qui est du CubeSat, donc il a été l'IP2Sat, ça veut dire innovatif, pilote, Picardie, satellite. Donc il a été officialisé en 2012, intégré en 2000. C'est un 2 unités, donc environ 20 cm sur 10 cm sur 10 cm, et pour le poids, il pèse 1 kg 780. Donc la mission, c'est l'étude atmosphérique de la basse atmosphère terrestre. Derrière ça, nous avons des enjeux scientifiques, parce que forcément, nous avons la sonde FIPEX, des enjeux technologiques, parce que nous voulons démontrer que la carte de com fonctionne bien, et des enjeux éducatifs, parce que les étudiants ont directement travaillé dessus. Donc pour ce qui sont des sous-systèmes, on a acheté une partie chez GomSpace, l'ordinateur de bord, la carte chez ISIS, la structure, la carte de déploiement d'antenne. Une partie nous était fournie par le VKI, donc là c'est le capteur, le FIPEX. Et nous, nos contributions là-dessus, c'est la carte de com et l'ordinateur de bord. Donc pour ce qui sont maintenant de l'agencement des sous-systèmes, on peut au FIPEX. NanoPro, c'est la carte de gestion des batteries. NanoHub, c'est tout simplement une carte qui interfacer l'ordinateur de bord avec d'autres cartes. NanoMind, ça c'est l'ordinateur de bord. On a les capteurs d'ensoleillement, la carte GPS, la carte des antennes, la carte de com, donc ça on l'a entièrement créé à l'INSET. La DCS pour positionner le satellite. Interstage Poney, c'est seulement pour positionner les capteurs d'ensoleillement. Donc une autre contribution notable aussi, c'est SecuroDB, sécurisation ordinateur de bord. Donc ça c'est ce qui a découlé de la thèse SecuroBC. Donc là-dessus on a fait un partenariat électronique et CICR. Et le but de la sécurisation est matériel. Donc là-dedans, on a programmé des briques logicielles qui intègrent des mécanismes d'autodiagnostic et de correction automatique d'erreurs. Donc on a une version qui est la plupart des cartes commerciales actuelles. Donc ça, c'est la carte qui est tout en haut. Et une version format CubeSat aussi, la carte qui est en bas. Et pour l'instant, elle n'est pas intégrée sur le site, mais on peut s'en servir comme deuxième. Et elle a été présentée par Motra en 2017 au Space Tech Expo Europe de Brême. Donc maintenant la carte de com. Donc là le but d'une carte de com c'est très simple, c'est dialoguer avec la station pour pouvoir faire en sorte que le satellite nous envoie les télémétries et aussi pouvoir le reprogrammer en cas de bug. Niveau architecture, on a 3 DSPIC, donc 2 pour la réception, 1 en X25, 1 en DTMF, 1 pour l'envoi en G3RUH et un ARM aussi pour faire le lien avec l'ordinateur de bord. Multiprotocole, donc je vous disais X25, DTMF, G3RUH, donc là ça dépend des briques qu'on intègre dedans, on peut imaginer d'autres des encapsulations. On a une identification du niveau logique de réception, on appelle le réglage du gain automatisé. Au niveau des fréquences, on est sur 437 645 en données et 145 835 en uplink. Et là, on a une version, donc elle est directement intégrée dans le satellite et devient une version de test qui est juste ici. Donc,
station au sol. Donc ça, c'est pas la station Genzo. Ça a été intégré par la suite parce qu'en fait, en 2015, on a déménagé sur le campus universitaire de Saint-Quentin. On a eu la place pour pouvoir intégrer une station. Et donc là, l'équipe, elle avait été sélectionnée en 2015 par le VKI pour pouvoir effectuer des tests avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne. C'était une école qui a créé un logiciel de décodage pour le projet QB50. Donc je vous ai mis le lien internet qui montre. Ensuite, il y a eu un autre partenariat fait avec 2 étudiants de master système embarqué, avec une société italienne qui s'appelle LiveSpace. Et là, le but, c'était créer. Ils ont créé un logiciel de tracking pour leur station portable qu'on a récupéré et qu'on a implanté sur la station. Donc là, par 2 étudiants qui étaient vraiment très bons. Et ils ont fait des travaux à l'IAC de 2016 au Mexique. Et pour la petite histoire, ils sont avant Elon Musk. Donc, elle est opérationnelle en UHF, VHF. Donc maintenant, ça pique un peu anticipé parce que, comme je vous ai présenté les termes, on avait une thèse ADC, une thèse EPS et une thèse Secure OBC. Puis QB50, vous vous rendez compte les différents sous-systèmes qu'on avait travaillé dessus. Au début, ça devait seulement nous servir pour apprendre. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était d'abord un démonstrateur technologique, la carte de com, vu qu'on n'avait pas encore travaillé dessus, démontrer qu'elle fonctionnait bien, créer un satellite et aussi comment faire toute la partie administrative. Et elle travaillait sur ADCS, EPS, Secure OBC qui a évolué en Secure ODB avec Matra. Ensuite, créer un satellite où toutes les cartes auraient été faites par nos propres. Donc là, en gros, on aurait eu les sous-systèmes principaux, donc la carte de com, la DCS, EPS, l'ordinateur de bord. Mais malheureusement, on a eu un petit lancement. C'est qu'à l'origine, pour QB50, le déploiement était prévu. Et après, c'est passé sur un déploiement de l'ISS. Alors là, le problème, au niveau des batteries, il faut rajouter des switches pour couper justement l'alimentation. Pour sécuriser le personnel d'abord. Donc l'implantation de nouveaux switches a fragilisé la structure. Et quand on a fait les tests vibratoires, bah forcément ça. Donc ça nous a causé un retard assez considérable. On n'a pas pu embarquer l'IP2SAT et désormais on est un peu en recherche de lancement. Donc l'IP2SAT, c'est un projet qui a quand même rassemblé beaucoup de monde. Parce que déjà au niveau de l'éducation, on a le campus, lycée Condorcet, lycée Laramé. On a fait des collèges, l'INSET, pas l'acteur du développement de l'IP2SAT. On a le tissu au-dessus de ça, Safe Space, Motre Électronique, GomSpace et Genzo. Et on a le tissu associatif et politique qui s'est rajouté, donc Caprom, les partenaires privés, publics, collectivités. Et enfin, on espère intégrer votre communauté, donc là, du moteur francophone, et récupérer les données lorsqu'il vous a des questions. Pour l'instant, on a en fait chargé les lancements. Donc on a plusieurs pistes, mais on communique. Moins un an, je dirais. Bah oui, ça a été fait par de Lausanne. Donc c'est pour ça ils avaient une équipe qui était assez avancée pour faire les tests. Et on a pu tester la chaîne avec eux. Bah, déjà tous les acteurs de QB50. En externe, ça a été diffusé ou pas, je pense pas. Ouais, bah oui. Mais nous, on espérait plutôt un autre récepteur pour
comment faire en sorte de le déployer aux radioamateurs. Et en plus, on a un ça c'était réglé. Faudrait voir avec eux. Je crois que quand ils l'ont présenté, ils ont dû récupérer un contrat avec Airbus, je crois, là-dessus. Donc, ouais. Enfin, Une autre question pour la open source ou elle est complètement normalement, devrait être open source. C'était prévu. Donc, je sais pas ce qu'il a fait là-dessus. Il faut que je joue avec lui. Donc là, on continue de travailler dessus. On est en train de la terminer. Et je pense qu'à l'avenir, on devrait diffuser là-dessus. Nous, on est en AX25. Je sais plus du tout. Ouais. Sur les transmetteurs à la 7h. J'ai pas le. On va, si vous avez des questions à Kevin, vous allez pouvoir utiliser par Pierre. Juste pour les gens qui sont dans l'assistance, quand vous voulez poser une question, attendez qu'on vous donne le micro, parce qu'autrement, les gens qui sont par Internet ou par QO100 ne peuvent pas vous entendre. Donc c'est important qu'on puisse... Merci. Oui? Non. Non. Allô? Voilà. Merci. Donc moi je suis Yannick Avelino, je suis radioamateur, F4HDA, et je suis un des fondateurs de l'espace dans lequel ont lieu ces rencontres. Et donc on m'a demandé de faire 5 petites minutes sur ce que c'est que l'Electrolab, ce que c'est l'endroit où vous êtes, pour ceux qui sont présents physiquement, et puis ceux qui sont présents à distance par le stream ou YouTube ou le satellite, comme ça vous saurez. Donc l'Electrolab, c'est une asso loi 1901 dont l'objet est la diffusion des connaissances et des techniques, des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques. Donc en cela, nous on se considère comme étant l'établissement de culture scientifique, technique et industrielle. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. C'est d'essayer de donner aux gens de faire avec leurs mains, de faire ensemble. Et pour ça, il fallait se doter d'un outil. L'outil, c'est l'espace dans lequel vous êtes. Donc l'Electrolab, ça a été fondé et que ça a grandi petit à petit. Au départ, on avait 150 mètres carrés dans le bâtiment où on est, mais tout au fond. Et on a eu l'opportunité de louer tout le niveau du bâtiment, et donc on dit bon, on pourrait peut-être monter quelque chose, on pourrait peut-être trouver pour financer tout ça et agrandir, donc uniquement avec les moyens des bénévoles, hein, avec nos moyens et physiques et financiers, pour constituer un lieu qui est un peu sans précédent, en tout cas on l'espère, sans précédent en France en tout cas, c'est certain. Il y a eu d'autres expériences ailleurs dans le monde qui sont très intéressantes aussi, dont on s'est naturellement, et on espère qu'on inspire aussi de nouveaux lieux. Donc voilà, l'Electrolab c'est ça, c'est un endroit où des gens peuvent mener des activités techniques dans les domaines qui les intéressent. On n'est fermé à aucun domaine scientifique ou technique. Les domaines, les sujets qui existent ici, les ateliers ou les activités qu'il y a dans les ateliers ne dépendent que des envies des membres et des dans lesquelles les investissements de l'asso ne sont dirigés que par les envies des membres et les projets qui ont lieu dans l'espace. Donc si demain quelqu'un arrive avec de nouvelles envies, tout peut se réfléchir, on peut inventer de nouvelles manières de faire, et de nouveaux ateliers, de nouveaux domaines techniques.
Évidemment, ce qui se passe le plus fréquemment, c'est de l'électronique, de la mécanique. On s'appelle pas Electrolab pour rien. Et assez vite, on se rend compte que l'électronique, il faut les visser sur quelque chose. donc on se retrouve à faire de la mécanique. Et puis viennent d'autres activités. Forcément, le travail du bois, la couture. Voilà, on a plein de gens qui travaillent du cuir. Il y a plein de choses différentes qui se passent ici. Et je vous invite à le visiter. On fera un petit tour de ceux qui sont présents physiquement au moment de la pause de midi. Venez, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et je vais laisser la parole au suivant pour ne pas monopoliser l'espace. Je m'appelle Pascal Zapp, je suis électronicien au LISA. En fait, là, ce que je vous dis, c'est un projet étudiant qu'on a depuis quelques années. C'est un CubeSat 3U. Vous avez vu un 1U en démo, donc là, vous avez un modèle d'électronique en 3U. Donc, les panneaux solaires, il ne faut pas rêver, ça ne volera pas. Hein. Et donc là, en fait, à l'UPEC, ça fait quelques années déjà qu'on travaille pour les étudiants, enfin, on travaille avec les étudiants pour faire un modèle 3U. Et l'idée, c'était de vraiment un CubeSat 100% étudiant. C'est-à-dire, à la différence du PicSat qu'on a vu avant, l'idée, toutes les cartes doivent être faites par les étudiants. C'était vraiment l'idée de les faire travailler toute la mécanique, les calculs d'attitude, enfin vraiment faire l'intégralité par les étudiants pour leur faire découvrir le domaine spatial. Et donc là, en fait, a commencé à se monter le CSU, donc le campus spatial à l'UPEC, pour justement driver tous les étudiants au même endroit. Avant, c'était fait par petites équipes, par petits bouts. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un vrai campus spatial pour avoir tous les étudiants qui travaillent sur le même sujet. Donc, que ce soit un étudiant en mécanique, électronique, optique, informatique, tout le monde soit au même endroit et que travaille vraiment en équipe comme un vrai projet spatial. Qu'ils soient vraiment tous réunis autour de la même chose. Et donc là, l'idée, c'est de faire un modèle et en charge utile. Alors, je ne sais pas si on voit d'ici. Donc l'idée, c'est de faire une charge utile. Et la charge utile ici, c'est un démonstrateur de spectromètre à haute résolution. Et donc le principe, c'est on va envoyer le satellite dans l'espace, on l'oriente face au Soleil. Et par évolution, l'idée, c'est de voir quelle est la quantité de CO2 qui a été piégée dans un panneau de titane. Et voir comment ça se dégrade en fonction du temps et comment ça évolue. Donc l'idée, c'était vraiment ça, de faire tout un système comme ça. Et l'une des seules cartes qu'on ne fait pas au laboratoire, c'est la carte COM, avec laquelle on a fait un partenariat avec FSATI, qui est une université en Afrique du Sud, qui, elle, nous a fourni la carte COM. Et justement, Daniel va vous parler après de tout ce qui est la station sol et de tout ce qui a été fait derrière. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un satellite fait par les étudiants pour vraiment leur apprendre tout ce qu'on peut en spatial. J'essaie de faire court derrière, mais si vous avez des questions, au pire, l'après-midi, il y a un poster qui va être affiché, je ne sais pas où encore, et je répondrai à toutes vos questions, je suis là la journée. Deux petites choses. Les vidéos qui sont prises seront mises. Alors, on est venu en binôme de l'UPEC. Alors, l'UPEC, c'est l'Université Paris-Est Créteil, donc c'est pas très loin d'ici. Moi, je m'appelle monsieur Daniel Kalinowski. Je suis enseignant à l'IUT de Créteil, dans le département génie et informatique industrielle. J'y suis depuis 1988 et j'ai été étudiant dans ce même lycée. Et en fait, j'ai passé mon DUT. Je suis retourné dans le lieu où j'ai été étudiant parce que je trouvais que ce lieu était super pour ma passion de l'électronique que j'essaye de faire passer aux étudiants. Et toujours jusqu'à ce que je parte à la retraite. Alors, l'activité du lycée, c'est un laboratoire donc, qui est à l'UPEC, qui s'est lancé dans l'aventure des CubeSats. Premièrement, regarder l'aspect projet tutoré avec nos étudiants, si on ne pouvait pas travailler montrer au spatial en particulier. Qu'est-ce qu'un CubeSat? Donc là, ça donne plein de envie de découvrir un petit peu ce milieu et peut-être qu'il continue dans des études soit d'ingénieur, soit même d'enseignant dans ce domaine-là. Et donc, on a commencé comme ça il y a quelques années.
des étudiants, donc en collaboration avec le lycée, stages aussi, des stages de fin d'études où les étudiants pouvaient travailler en plein sur des parties du CubeSat, donc la partie orientation du satellite avec des magnétotorqueurs, la partie télémétrie, tout ce qui est housekeeping, parce que moi j'enseigne l'informatique embarquée, microcontrôleurs ou des microcontrôleurs de chez Microchip. C'était facile pour nous de développer des cartes maison, routées par les étudiants, et ensuite programmer ces cartes en C pour que ça corresponde donc aux besoins. Et puis il a fallu passer l'étape pour le CubeSat, donc il y a la nécessité d'avoir une station sol pour avoir la possibilité de couper la radio si jamais le satellite déraille un peu. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à brouiller d'autres émissions. Et donc l'obligation, c'est que lorsqu'on lance effectivement un CubeSat, il faut donc avoir puisse piloter le CubeSat et lui interdire d'émettre si jamais il y a un problème. Donc ça, c'est l'obligation. Donc on a été obligé de créer une station sol à l'UPEC. Cette station sol, elle existe depuis très peu de temps, elle est tellement récente qu'elle n'est pas encore opérationnelle. Donc il ne faut pas croire que monter une station sol, c'est facile. Et il y a des difficultés, il y a des problèmes. Alors là, c'est un poster donc qui sera aussi affiché, qui est un synoptique assez simple des éléments qui constituent cette station. Donc je pense que vous êtes intéressé aussi par le matériel qui est utilisé et les références. Donc on utilise un transceiver UHF VHS ICOM IC9100, donc qui va permettre donc de faire monter en émission la liaison donc uplink à 145 MHz, donc en VHS sur un support à FSK à 1200 bits par seconde. Et donc cette liaison montante, donc ce transceiver est situé donc au dernier étage d'un bâtiment qui fait 4 étages et juste sous la terrasse. Et donc au-dessus, nous avons un mât qui a été installé donc par un professionnel qui était et un mât qui fait 10 mètres, parce qu'on est en environnement urbain, il faut qu'on soit le plus haut possible aux immeubles environnants. Vous en voyez au loin, là, c'est un peu gênant. Et donc on a une liaison qui fait 35 mètres, on a 35 coax qui va monter donc jusqu'à Yagi WX220, donc croisé, donc avec beaucoup d'éléments qui donnent 12,3 D. Alors je sais que vous êtes tous radioamateurs. On m'a demandé de passer pour pouvoir, donc je l'ai passé il n'y a pas longtemps, donc je sais des informations importantes. Et alors au niveau de la UHF, donc c'est une WX66, donc antenne croisée aussi, qui a 14 dBd. Comme le CubeSat émet avec très peu de puissance, on a une carte COM qui vient du FSATI qui peut être réglée à 0,5 watts, 1 watt ou 2. On a l'obligation, quand on fait le bilan de rajouter un préampli pour un signal utile. Donc c'est un préampli SP70 qui est 450 MHz. Voilà, donc c'est une liaison donc GML 1600 pour avoir un peu plus de débit. Et puis le transceiver ICOM et la possibilité d'alimenter le récepteur par le coax. Donc ça c'est simple. Bon, tout concerne l'antenne. On a donc un double rotor, SPID Big RAR, donc qui est piloté par deux électriques, donc qui sont associés. C'est un SPID 1 et un SPID PS01. Il sort du 22 volts, 22 ampères, pour alimenter donc les deux moteurs, c'est des gros moteurs qui supportent une très forte. Donc il y a beaucoup de couples. Et donc le rotateur est aussi dans la pierre. Et donc il va y avoir une liaison de 35 mètres au niveau des câbles d'alimentation. Donc ce qu'on a
ici, là, AZ motor et EL motor. Aussi des câbles de descente qui sont, c'est-à-dire les codeurs de pont en azimut et en élévation, qui nous posent actuellement un problème. Parce que le constructeur garantit la liaison pour 25 mètres, et nous on a 35 mètres. Et comme c'est une liaison asymétrique, on pourra en reparler si vous voulez dans le détail, on a le bruit, donc on est obligé de faire une transmission différentielle de l'électronique pour que ça puisse fonctionner. Enfin, ça ne marche pas. Donc le PC va piloter avec beaucoup de logiciels. Donc on a un modem externe qui est une carte Vox qui en fait va faire GMSK et FSK. Et toute la difficulté de notre système, c'est-à-dire que la partie tracking, la partie démodulation GMSK, la partie modulation FSK et la partie encodage-décodage X25 travaillent à ce niveau-là. C'est parce que je crois que je l'ai dépassé. En fait, on est en audio. Donc en montant, en descendant, hein, et donc on a FSK en descendant. On a fait des tests à FSK avec logiciel sur le marché, ça fonctionne. Le GMSK, on l'a pas encore fait parce que la carte COM, qui est une carte CM qui a été fabriquée par des étudiants du FSATI en Afrique, donc c'est pas une carte commerciale, hein, c'est une carte qui a été fabriquée par des étudiants. Cette carte-là, on va la mettre dans les prochains. Je ne l'ai pas encore récupérée. Je vais l'alimenter. On va la faire émettre, puisqu'on a mission d'un beacon. Quand la carte ne fonctionne pas, quand on l'utilise pas, on la programme pas. Il y a un beacon qui est toutes les. Merci beaucoup. Donc on va passer au sujet. En fait, micropropulsma avec ce qu'on appelle le principe de fonctionnement, ce qu'on appelle focus. Alors, rapide histoire du sujet. En fait, tout est parti de l'automne dernier où on a commencé à faire en fait un projet à mettre sur la plateforme fédération. Et la base, c'était de faire un rig de voir la faisabilité d'un rig de test de résistance aux radiations pour des composants grand public qui ne soient pas sur la 60 avec du coup des installations et de pouvoir en faire plusieurs, de mettre ça dans des lieux ou dans des écoles pour que le pool de composants testés pour les satellites amateurs. La conclusion, ça a été c'est techniquement possible, mais c'est pas safe du tout. Et il est vraiment peu probable de réussir à faire un rig qui soit utilisé dans des conditions correctes en fait. Donc c'est possible à un ou deux endroits, en fait, c'est techniquement possible, mais d'un point de vue procédure d'utilisation, le risque est trop grand. Sauf que dans cette étude-là, on avait imaginé utiliser en fait un DPF, donc un non-plasma focus, pour générer justement du rayonnement à haute énergie. Au final, comme dit, on ne va pas le faire, mais on s'est retrouvé à travailler là-dessus, et donc en fait, le principe du non-plasma focus, très rapidement, vous avez deux électrodes, une extérieure, une intérieure, vous avez un peu de gaz entre les deux, et vous allez faire une décharge de courant massive, on parle en centaines de milliers d'ampères, et du coup, vous allez avoir une couche de plasma qui se forme, qui va se déplacer le long de vos électrodes, et il y avait en fait une implosion, en fait, hein, ça s'effondre sur le champ, enfin la couche de plasma sur elle-même, et vous avez une éjection de matière, et on parle de la vitesse d'éjection de matière, on parle de C sur 100, donc une centième de vitesse de la lumière, ce qui commence à faire une vitesse assez raisonnable. Et du coup, on s'est retrouvé avec ça en disant, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir si on pourrait faire de la propulsion avec ça? Et donc, le projet a muté pour devenir ça.
Et c'est ça que je vais vous présenter là tout de suite. Donc voilà. Alors, pour parler des Dance Plasma Focus, comme dit, le principe est assez simple. Vous avez deux électrodes. Donc là, c'est l'électrode, enfin l'anode et la cathode qui sont là. Vous mettez du courant, donc vous faites une forte décharge. Donc vous avez une banque de condensateurs et un arc gap, donc un switch qui va pouvoir passer ça. Traditionnellement, c'est fait avec une mécanique qui pèse lourd, qui coûte cher. Et mais aujourd'hui, obsolète. Et des capas CMS qui tiennent plusieurs milliers de volts, ça se fait. L'objectif qu'on du coup d'essayer de faire un qui puisse fonctionner. Parce que ça, on trouve des capacités standards qui coûtent pas cher et de le faire une monte à ces tensions-là. Alors là, comme dit, on est à l'étape de faisabilité d'équipes qui travaillent sur des DPF miniatures à travers la planète ici, afin qui tournent à 400 ans. Donc ça devrait CMS cité là. Je sais plus combien enfin microfarad. Mais en gros ça fait 80 000. Et on est à un peu moins de 3 joules par décharge. Et on est à 10 décharges par seconde. Voilà, on est en puissance, c'est compatible avec un objectif, c'était que ça puisse être testé. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je... Désolé, mais voilà. Donc voilà, ça c'est entre guillemets technique du projet. J'y reviendrai après. L'intérêt d'un point de vue, c'est que à la fois simple et très compliqué. Un dance plasma, il existe. On peut passer sur des modèles. Et après, il y a la simulation numéroscopique. Donc, ceux qui veulent s'y mettre en amateur, il y a la faisabilité du prototype. Prototype complet, ça va être de 200 €. Donc on est sur des pages qui vont être faibles. Et après, une espèce de rosace, compliqué quasiment avec on met en gros avec une personne à faire quasiment tout. Donc voilà. Du coup, voilà. Et après, est-ce que ça marche? La réponse est non, pas. Voilà. Pour Plasma Focus n'ont jamais eu pour faire ça. Normalement, ils opèrent en atmosphère raréfiée, mais pas dans le vide. Il faut aussi faire un système de décharge de gaz pour charger la charge à ce moment-là. Et à nouveau, désolé. Et oui, et du coup, il n'y a jamais eu d'études sur créé. Voilà. Comme le faisceau de particules créé, il est probable que, en fait, faible, qu'il est probable de modifier le design de la cathode, réussir à augmenter, diminuer probablement l'impulsion, mais augmenter la poussée globale. Donc que ce soit avec un convergent-divergent qui soit mécanique, électromagnétique. Et là, on est vraiment dans le domaine de la recherche, au sens ces échelles-là du monde. Il y a eu quelques études faites par l'ESA et la NASA, mais sur des systèmes. Si on envoyait 1000 personnes sur Mars, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes études. Et donc, que ce soit sur le design des électrodes, la géométrie lui-même, le design d'une potentielle tuyau, l'étude notamment de l'aspect des charges, sur les temps de décharge. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont possibles
à différentes échelles. Comme dit, on va faire comme le type ne coûte pas cher et qu'on peut récupérer la majeure partie en condensateur, où il y a 120 € de condensateur, on peut faire une approche expérimentale, itérative, mais on peut à l'inverse partir sur un modèle de simulation ensuite. Voilà. Donc l'idée était de faire un projet qui puisse être repris par une communauté de gens, différentes choses. Et voilà, après on n'a pas non plus comme ambition, on n'a pas d'ambition particulière à part dire bah tiens, on est tombé là sur cette idée-là, ça ne marche pas, on verra. Voilà, il n'y a pas d'ambition vraiment grande. Qui a publié un design similaire en disant il pourrait y avoir quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, comme quoi on n'est pas allé avoir des idées entre guillemets débiles. Mais voilà. Il y en a eu d'autres qui ont eu des sur la même chose. Et donc bah on a aussi pour avancer. Il y avait une question du coup, oui. Oui. Oui, alors quand je dis qu'on a... Ce n'est pas ça d'avoir de l'ambition, voilà. En fait, quand je dis qu'on n'a pas d'ambition, c'est que c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire fonctionner. On a très envie de le faire fonctionner et les membres alors, qui ont déjà travaillé là-dessus et ont vraiment envie d'avancer là-dessus, ça les au sens où on n'a pas l'ambition de dire, enfin quand je dis qu'on n'a pas l'ambition directement, on dit pas voilà, on n'a pas ceci n'est pas une révolution, ceci est une idée. Voilà, c'est ça juste que je voulais dire par là. Oui. Alors oui, justement, c'est une chance qu'on a, c'est que alors pour les moyens de test, ici qui travaille sur de l'ultra vide en fait, qui est quasi fini, qui fait ici 50 par 40 par 40 cm, voilà, où on descend à 10-6. Voilà, donc il y a déjà un peu de moyens ici, ouais, un peu de moyens de test de ça. Ultra vide, enfin que ce soit en pompe primaire, en pompe turbo, en pompe ionique. On a de quoi en fabriquer. La question, c'est du homemade. Donc, c'est du vrai. On a soudé les tôles à la base, on a usiné les brides, voilà, donc on est parti from scratch. Et donc, on a pas mal de savoir-faire côté ultra matériel qu'on a récupéré, donc, sur la partie, on va dire, outillage, qui est le vide, on est armé. Par contre, après, en termes de moyens, beaucoup de choses à développer et il peut y avoir des équipes qui sont créer l'outillage. Un des plus gros défis, c'est de mesurer la poussée. Où on balance 3 joules en une microseconde. Donc on parle en mégawatts déjà, mais voilà. Et du coup, le phénomène de poussée est sur une période très très faible. Donc il faut mesurer une équipe qui pourrait se chiffrer en microns. Voilà. Si on est en train de pour le coup, c'est une révolution. Mais donc une micronewton pendant une microseconde. Donc on est sur des forces très faibles avec une durée de phénomène qui est très bref. Du coup, effectivement, là, il y a quelque chose à développer, une microbalance ou autre, pour le sur des. Donc là, il y a pas mal de travail effectivement à faire. Ouais. Ouais. C'est. Oui. Totalement. Oui. Oui. Alors c'est aussi un des trucs qui intéressent, c'est à faire, je pense. Enfin, mon avis personnel sur la question, c'est que effectivement, c'est développer des moyens de test amateurs qui soient reproductibles, pas forcément à l'échelle d'un individu, mais à l'échelle d'un groupe, que d'une association, d'un hackerspace. Et de pouvoir comparer ça, avoir la possibilité de comparer ces moyens de test avec des moyens professionnels et les professionnels. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Une belle opportunité, ouais, ouais.
Oui. Alors,